Nous vivons dans un cadre qui nous rassure, nous conditionne et parfois nous enferme. Hors cadre, c'est le podcast qui t'aide à prendre du recul sur tout ce qui nous entoure. On part de trucs simples, du quotidien, presque banals, mais qui en réalité en disent long sur notre société. Ici, tout le monde a sa place, peu importe d'où tu viens, ta classe sociale ou ton parcours. On discute, on débat et on confronte les points de vue. On n'est pas neutre, on n'est pas apolitique. On est honnête, direct et surtout, on essaie de rendre les choses compréhensibles pour tout le monde. On dit ce qu'on voit, simplement. À toi ensuite de te faire ta propre vérité. Bienvenue dans Hors Cadre, premier épisode, Red Bull, la boisson illusion. Rassure-toi tout de suite, ce podcast n'a rien d'une pub pour Red Bull. Je ne suis pas là pour te vendre des canettes, tu en as probablement d'ailleurs déjà bu, en soirée, entre potes, avant un examen ou devant un jeu vidéo à 3h du matin. Alors, quelles sont les origines de cet élixir ? Un peu de contexte. À la base, Red Bull, ce n'est pas une invention européenne. Dans les années 80, un marketeur autrichien du nom de Dietrich Mateschitz découvre en Thaïlande une boisson locale, le Krating Dang. Il faut savoir que les camionneurs thaïlandais en buvaient 5 à 6 par jour pour enchaîner les routes de nuit sans dormir. Ce qui est quand même assez fou quand on y repense aujourd'hui. Mateschitz, lui, va reprendre le concept, il va l'adapter à l'Occident, il change la recette, le packaging, le message, que l'on connaît tous, Red Bull donne des ailes, et il construit un empire. Sa fortune personnelle, quant à elle, est estimée à 27,4 milliards d'euros à sa mort en 2022, selon BFM TV et le magazine Forbes. Aujourd'hui, Red Bull possède l'écurie F1 Oracle Red Bull Racing, le club de foot RB Leipzig, et organise 1000 événements par an. C'est plus qu'une boisson, c'est une machine culturelle, une quasi-institution. Alors personnellement, j'en suis un consommateur occasionnel. J'ai d'ailleurs testé plein de saveurs, je pense même que je les ai à peu près toutes goûtées. Et c'est là que ça devient intéressant. Cette explosion de goût, de couleurs, d'éditions limitées, ce n'est pas anodin. Si on prend la Winter Edition au bonbon mentholé, elle te vend l'idée d'un boost hivernal frais, presque magique, pour survivre aux nuits courtes. Ou encore la Summer Edition tropicale, ananas mangue, elle évoque l'évasion exotique, parfaite pour imaginer des vacances quand t'es en réalité coincé au travail. La Spring Edition, toute rose et fruitée, curiosité irrésistible comme un bonbon liquide qui te sort de la routine. Ou encore, la rare Organics Simply Cola en verre, le côté premium naturel pour se sentir clean en buvant du sucre. Pourquoi tant de variétés ? Pour titiller la curiosité en permanence et par ces éditions limitées, te pousser à un achat immédiat. C'est du marketing pur. En 2024, Red Bull a sorti 12 éditions limitées en Europe, générant 20% de ventes en plus selon l'Institut d'études marketing Nielsen. Mais Red Bull va bien plus loin que les goûts. La marque s'incruste dans le sport extrême pour coller à l'adrénaline. Exemple iconique, le Red Bull Stratos en 2012. Félix Baumgartner qui saute de 39 km d'altitude, vu par 52 millions de personnes en live, la preuve que l'humain peut dépasser ses limites. Ou le Red Bull Rampage en VTT Freeride, des riders qui s'élancent sur des falaises pour des sauts de 20 mètres, filmés en slow motion épique. Alors le résultat, Red Bull ne vend pas qu'une boisson, elle vend un état d'esprit, une adrénaline pure, un dépassement. Elle donne des ailes. Sauf que, il faut préciser quand même un truc, simple mais essentiel. Red Bull, déjà, c'est pas une boisson sportive, c'est une boisson énergisante, pas une boisson énergétique. Une boisson énergisante, comme Red Bull, ça va stimuler notre cerveau avec ses 80 mg de caféine par canette, la taurine, le sucre. On se sent plus éveillé pendant 1 à 2 heures. Une boisson énergétique, quant à elle, c'est comme la Gatorade ou le Powerade. Ça sert d'abord à te réhydrater pendant l'effort, avec de l'eau, des électrolytes et des glucides pensés pour le sport. Si on prend un exemple très concret, un coca, avec moins de caféine mais pas mal de sucre, peut te donner presque le même petit coup de boost sur un effort court. La différence, c'est que Red Bull vise clairement ton mental, ta sensation de vigilance et de concentration, mais pas tes muscles ni ta performance physique sur la durée. Parlons maintenant santé. Red Bull, c'est donc 80 mg de caféine par petite canette de 250 ml, plus évidemment de la taurine et du sucre, ce qui n'est donc pas neutre pour notre cœur. Des cas concrets ont été rapportés dans la presse et les études médicales. En 2013, aux États-Unis, une adolescente de 14 ans est morte d'une arythmie cardiaque après avoir bu 2 canettes de Red Bull avant une course à pied. Sa famille a gagné un procès contre la marque avec 13 millions de dollars
de dommages et intérêts. En Australie, en 2009, Shane Hard, un jeune homme, consomme 4 canettes suivies de 2 heures de sport intense. Résultat, un arrêt cardiaque fatal, largement couvert par les médias locaux. D'autres cas similaires en Europe, des adolescents hospitalisés après surconsommation en soirée, avec mélange alcool et effort physique, comme rapporté par l'Irish Medical Times en 2021. Côté urgence, les chiffres sont clairs. Selon le Centers for Disease Control and Prevention américain, environ 20 000 visites aux urgences par an aux États-Unis sont liées aux boissons énergisantes, dont une majorité chez les moins de 25 ans. Pour la dépendance, le FCA, European Food Safety Authority, en Europe, estime que 30 à 50% des consommateurs réguliers développent une accoutumance à la caféine. Les symptômes de sevrage sont bien documentés. Migraine pendant plusieurs jours, irritabilité, fatigue intense, comme décrit dans des études du Journal of Caffeine Research. Ce n'est pas pour dire une canette, c'est la mort, mais le mix alcool, sport intense et surconsommation, c'est clairement risqué pour le cœur. Mais donc, revenons-en au rêve que Red Bull nous vend. Imaginons, tu es KO après une journée interminable. Il y a partiel demain matin ou un job de nuit qui t'a usé. Tu ouvres la canette et hop, Red Bull te donne des ailes. Tu deviens un aigle qui surplombe le système. C'est la promesse d'une méritocratie dopée. Si tu es plus performant, plus endurant, plus réveillé que les autres, alors le succès t'attend. Comme si tout se jouait sur ta capacité à encaisser plus, à pousser ton corps plus loin que la moyenne. Sauf qu'en réalité, la canette ne change rien à ta précarité, à tes factures, aux inégalités structurelles. Elle te donne juste un sursis de quelques heures avant le crash. Et le pire, c'est le prix qui renforce l'illusion du premium. Prenons des exemples concrets en supermarché français. Une Red Bull 250 ml coûte 1,79€ chez Monoprix en 2025. Une Monster de 500 ml au même prix de 1,79€. Au litre, ça donne Red Bull à 7,16€ contre Monster à 3,58€. Plus cher au volume, mais soi-disant meilleur. C'est le bluff marketing classique. Tu payes plus, donc c'est forcément supérieur. Red Bull ne te vend pas du liquide. Elle te vend l'idée que pour viser haut, il faut payer le prix de tes ailes. Et j'aimerais bien pousser l'analyse encore plus loin. Car on peut proposer une lecture plus symbolique de Red Bull. Presque comme une version soft du masculinisme. Le logo, il nous montre 2 taureaux qui s'encornent sur fond rouge. Ça renvoie à la force brute, à la confrontation, à une énergie très chargée en testostérone. Les univers qu'elle met en avant, la Formule 1, les sports extrêmes, les sauts dans le vide, les crashs spectaculaires, valorisent le risque, la domination, l'idée d'un corps qui ne fatigue jamais et qui doit toujours se dépasser. Ça ne veut pas dire que la marque se déclare officiellement masculiniste, loin de là. D'ailleurs, la présence d'athlètes femmes sous contrat comme la kayakiste Jessica Fox ou des riders en VTT et en snowboard montre quand même une certaine ouverture. Mais même avec ces figures féminines, l'imaginaire global reste très viril. Celui de la personne, qui est d'ailleurs souvent un homme, forte, performante, qui encaisse tout et surmonte toujours les obstacles. Il faut bien le rappeler, c'est une lecture critique, une interprétation des symboles et des choix marketing, pas forcément une intention revendiquée par Red Bull. Donc, pour conclure, au fond, on peut dire que Red Bull agit comme une loupe sur notre monde. Un système qui t'épuise, jour après jour, puis te vend la béquille en canette pour tenir encore un peu. Ce n'est pas uniquement la boisson qui pose problème. C'est tout ce qu'elle révèle d'une société toujours on, où être fatigué devient presque une faute, et où l'on doit sans cesse prouver qu'on tient le coup. Ce qui est frappant, c'est aussi le côté conformiste. Red Bull est devenu presque un passage obligé. La boisson des jeunes, celle qu'on boit en soirée, en festival, à la fac ou au boulot de nuit. Tu ne bois pas juste une canette, tu entres dans un code social. Tu montres que tu joues le jeu, que toi aussi tu acceptes de t'user un peu plus pour rester dans le rythme. Pense-y, si on en arrive à acheter des ailes juste pour survivre à nos journées, à nos études, à notre job, qu'est-ce que ça dit de la façon dont on organise nos vies? De la valeur qu'on accorde au repos, à la lenteur, au fait de dire stop. Red Bull nous promet de nous dépasser. Mais se dépasser pourquoi? Et pour qui au juste? Pour nous-mêmes ou pour un système qui a besoin qu'on tienne sans jamais ralentir? C'était l'épisode pilote de Hors Cadre, partir d'une simple canette pour questionner le cadre invisible qui nous entoure. Dans le prochain épisode, on parlera d'un autre sujet, celui du monde agricole, avec un invité de qualité qui lui aussi sort du lot. Merci de votre écoute et à bientôt pour la suite.